Aujourd'hui, bien sûr, ce qu'on a dans le paysage, c'est surtout l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour accueillir de manière vraiment en sécurité ces populations qui sont fragilisées, un accueil qui soit vraiment en sécurité mais aussi pérenne? Ça fait des années que je réclame que l'on puisse avoir des lieux qui soient des lieux d'accueil humanitaire, dans lesquels les réfugiés arrivent, puissent faire absolument toutes les démarches, rencontrer aussi des médecins, des psychologues, et qu'on ait immédiatement le déclenchement des documents qui leur permettent d'avoir, en attendant la demande d'asile, mais d'avoir la possibilité de bouger sur le territoire et d'être reconnus. Mais il faut savoir une chose, c'est que dans l'accueil des personnes ukrainiennes, il y a beaucoup de couples mixtes. Comme partout, il y a eu une immigration des étudiants venant d'Afrique d'ailleurs, qui sont restés, se sont mariés, ont des enfants et ils arrivent, ils ne sont pas ukrainiens, ils n'ont pas la nationalité ukrainienne, ils arrivent avec leurs femmes, leurs enfants et eux n'ont pas droit au même traitement. Ça, c'est pas acceptable. Ils viennent du même conflit. Donc moi, je veux m'appuyer aussi sur cette situation qu'on connaît aujourd'hui pour dire voilà, ce qui est en train de se passer là doit nous permettre de dire, eh bien, c'est ça le standard. C'est ça le standard de l'accueil. On voit très bien avec ce conflit que sortir de la dépendance à l'énergie fossile, c'est nécessaire, c'est essentiel pour la paix dans le monde, mais aussi pour le changement climatique. On l'a vu avec le dernier rapport du GIEC qui est sorti récemment. Quel est votre plan au niveau national pour en sortir? Moi, ma proposition est de m'appuyer sur un rapport, le rapport RTE, que des scientifiques, des professionnels ont fait. Il y a un scénario, le scénario numéro 2 de ce rapport RTE, qui dit qu'on peut aller à 100% d'énergie renouvelable. Je pense qu'en plus, en termes de développement économique et industriel pour notre pays, c'est la voie à suivre, parce que c'est là qu'il y aura demain les marchés sur le plan économique, à forte valeur ajoutée, qui seront ceux qui vont générer de la valeur et de l'emploi. Mais ça va remplacer le nucléaire ou le gaz et le pétrole, les deux, ou ça va être en plus? Ça doit évidemment remplacer d'abord les énergies fossiles. Sur le nucléaire, pour moi, c'est une énergie de transition. On ne peut pas en sortir de façon brutale, rapide. D'ailleurs, il faudra prolonger un certain nombre de centrales nucléaires. Donc je suis pour le grand carénage, ce qu'on appelle le grand carénage, pour permettre justement de faire ce lien entre nucléaire et énergie renouvelable. Moi, ce que j'ai appris, notamment en tant que maire de Paris, et ce que j'ai vu aussi dans les autres grandes villes du monde, c'est qu'en fait, ça va très très vite. À partir du moment où il y a une volonté politique, une détermination forte, qu'on arrive à fixer un horizon, après, les acteurs économiques, ils sont pragmatiques. Ils voient bien où est le monde de demain dans lequel ils pourront avoir, je dirais, leur place. Et justement, je vais continuer sur l'écologie. Je voulais savoir si vous êtes favorable à cette proposition, qui est de former dans la formation initiale, mais aussi dans la formation continue, les professeurs des écoles primaires et ensuite collèges et lycées, pour qu'ils puissent enseigner le climat et la biodiversité. Oui, très favorable, parce que là aussi, ça c'est un sujet sur lequel travaille beaucoup Jean Jouzel. Il est en train de travailler, ils sont en train de mettre la main, un certain nombre de scientifiques, à l'intégration de ces questions dans les programmes scolaires. Si je puis me permettre, en réalité, ça figure depuis les années 70, ces intentions d'étudier l'environnement à l'école primaire, à l'école, au collège aussi. Mais c'est assez rigolo que ce soit marqué depuis les années 70 noir sur blanc et qu'il n'y ait rien dans les écoles. Donc comment est-ce qu'on fait pour que ça arrive jusque dans les écoles, au-delà des textes? Donc on forme les enseignants, on forme les maîtres, on les forme de deux façons, à la fois sur les contenus, mais aussi sur les pédagogies, qui sont beaucoup trop classiques, qui ne correspondent plus vraiment non plus à la façon dont les jeunes apprennent. Vous pensez du coup que ce serait quelque chose d'obligatoire ou ce serait quelque chose d'optionnel pour un professeur de se former aux questions climat? La formation ne peut pas être optionnelle. La formation doit être vraiment quelque chose d'obligatoire, et ensuite il faut les accompagner
accompagner en les laissant déployer des pédagogies dans lesquelles eux-mêmes puissent se sentir à l'aise, mais qui soient des pédagogies beaucoup plus ouvertes. Et le climat s'y prête vraiment. Faire la classe dehors. Ça se pratique, hein, même à Paris. J'ai un enseignant dans le 19e arrondissement qui est dans un petit parc et qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Les enfants sont là et en fait, on a constaté une élévation du niveau et de l'attention et de l'intérêt des enfants et de leurs résultats scolaires par ce type d'approche. Là aussi, ça peut aller très vite, hein, vous savez. Il suffit d'une autre approche au sein du ministère de l'Éducation nationale pour que les choses puissent s'ouvrir, parce que les gens attendent ça et les enseignants attendent ça. Alors cette fois, moi je suis là pour parler des vieux. On est actuellement au moins 25% de la population en France. Or, il s'avère que dans le gouvernement actuel, on n'est pas du tout reconnu. Alors je demande quels sont vos projets. D'abord, je partage complètement ce que vous dites. Je trouve que dans notre société, on n'intègre pas suffisamment la valeur créée par le bénévolat, par ce travail qui n'est pas un travail salarié, qui ne compte pas d'ailleurs dans le PIB, mais qui devrait compter, pas pour le rémunérer, mais pour le prendre en considération. Pour moi, il faut un ministère et il faut un ministre qui soit un ministre entreprenant, bien sûr, hein, et qui... voilà. Alors, vieux, j'en sais rien, mais en tous les cas, qui sache ce que ça veut dire et qui écoute, oui. Ben oui, parce que ce qu'on demande, c'est donc qu'il y ait un conseil national des personnes vieilles, comme il existe, parce que quand même, ça a été très efficace pour les personnes handicapées. Et c'est une très bonne nouvelle. Après les vieux et les jeunes, je vous propose qu'on évoque les aidants, en particulier les aidants de malades atteints de maladies neurodégénératives, pour lesquels il n'y a pas ou très peu de structures de répit adaptées. Quels sont vos projets sur ce sujet ? Ces situations sont extrêmement lourdes, psychologiquement, physiquement et même financièrement. La réforme de la dépendance qui intégrera aussi bien sûr les aidants, ça devait se faire, ça n'a pas été fait, y compris l'argent qui était disponible pour le faire a été utilisé pour payer la dette Covid. Plutôt que de servir à mettre en place ce nouveau pilier de protection sociale que j'appelle de mes voeux. Moi, je l'ai chiffré, d'ailleurs la Cour des comptes l'a chiffré aussi, à 1 milliard d'euros par an pour financer et la formation et les aides et à domicile ou en établissement. Et pour les aidants, des lieux de répit, des temps de répit dans lesquels ils puissent eux aussi, non pas se mettre à distance, mais prendre juste le temps nécessaire pour se ressourcer. Donc c'est très très important de pouvoir accompagner évidemment les aidants dans des situations et des circonstances qui fassent que les aidants eux-mêmes n'y laissent pas toute leur vie, quoi, hein, et ne tombent pas eux-mêmes malades, parce que c'est aussi ce qu'on observe malheureusement dans beaucoup de cas. Sur la santé, effectivement, j'ai vu que la santé mentale serait la grande cause de votre quinquennat. Je trouve ça très intéressant. Et justement, nous, c'est intéressant parce qu'on a eu beaucoup de propositions de la part des jeunes sur ce sujet-là, notamment la création d'une matière à l'école pour parler de l'estime de soi et à prendre confiance en soi, par exemple. Et donc, je voulais savoir concrètement sur la santé mentale des jeunes, qu'est-ce que vous metteriez en place ? D'abord, on l'a vu aussi avec cette crise Covid, hein, combien les gens sortent complètement fracturés, traumatisés. La relation à l'autre, elle est tellement essentielle qu'elle a été coupée, que ça a généré, et ça génère un mal-être, des difficultés très grandes, des phobies scolaires, des suicides trop nombreux. Et donc là aussi, hein, se fixer un objectif, par exemple, grande cause du quinquennat sur la santé mentale, se fixer l'objectif de diminuer de 20% les suicides en France, et notamment dans la jeunesse. Je change un petit peu de sujet. Vous êtes maire d'une métropole. Seulement 30% des Français n'habitent pas en ville. Que proposez-vous pour gommer ce grand écart quand on sait que l'accès aux soins est compliqué? Il faut 6 mois pour avoir rendez-vous chez un ophtalmo. Il faut souvent avoir 2 voitures. Les petites écoles ferment. Les services publics ne sont pas toujours bien assurés. La Poste
Renac, là aussi, à servir tous les jours. Voilà. Comment envisagez-vous de réduire ce grand écart entre ces deux France? Moi, je m'appuierais beaucoup sur les pouvoirs locaux, les régions, les départements et les communes pour justement faire ce maillage des besoins, remettre ce service public, faire un moratoire sur la fermeture des écoles en milieu rural. On crée aussi les conditions de meilleure connexion par des transports ferroviaires qu'il faut développer et réouvrir les petites lignes. Ça doit se faire avec un plan d'investissement de l'État, mais aussi avec les régions. Moi, je propose de rétablir l'ISF pour justement financer des mesures du type accompagnement de la mobilité électrique, des catégories populaires qui ne peuvent pas acheter aujourd'hui un véhicule électrique parce que c'est trop cher, et la mise en place d'un leasing social, c'est-à-dire une location mensuelle. J'ai vu que d'ailleurs le président de la République m'avait piqué l'idée, au moins si ça peut servir à quelque chose, donc ça doit être une bonne idée. Et puis, lutter contre les déserts médicaux. Moi, j'ai une proposition qui est de dire, appuyons-nous sur la réforme des études de médecine, sur la 4e année d'internat, que cette 4e année d'internat soit une année de professionnalisation. C'est-à-dire que les jeunes médecins seront payés plus, parce que c'est 1 700 € par mois, un interne. Donc là, c'est x2, 3 400 €. Qu'on les accompagne pendant l'année de professionnalisation dans les déserts médicaux, qu'on les accompagne avec les départements qui peuvent leur mettre à disposition l'hébergement, tout l'accompagnement de véhicules, bref, tout ce qui est utile à pouvoir arriver et à se sentir quand même accueillis. Et là, dès la première année, dès 2022, on pourrait avoir environ 4000 jeunes internes qui pourraient aller dans ces déserts médicaux. Et en année pleine, ça ferait 8000, puisque actuellement on forme 8000 étudiants en médecine. Moi, je propose de monter à 15 000 étudiants par an, médecins par an. Mais bien sûr, entre aujourd'hui et la fin de la formation de ces médecins, ça sera dans 10 ans. L'autre élément aussi qui me paraît important, c'est la réindustrialisation du pays. Parce que pour vivre à un endroit, il faut qu'il y ait un travail. Et donc, dans le projet que je porte, il y a cette idée de réindustrialisation en s'appuyant sur les 4 odyssées industrielles. Je vous ai parlé de la santé, j'en ferai une sur les mobilités, une sur le numérique et une autre sur les énergies renouvelables. Et donc en nous appuyant sur ces 4 odyssées industrielles et bien sûr en s'appuyant sur les régions, sur tous les acteurs économiques, etc., on doit pouvoir remettre du travail, remettre de l'activité économique durable, évidemment, il ne s'agit pas de refaire toutes les erreurs du passé, et de l'économie de la vie, c'est-à-dire de l'économie utile à améliorer la vie humaine.